Parents d'enfants TDAH, comment agir sans s'épuiser? Ou plutôt, par où commencer quand on est vraiment à bout? Bonjour, je m'appelle Virginie Terrier, je suis nutritionniste et micronutritionniste, je suis la fondatrice de NutriGenius et je suis aussi maman d'un enfant qui a un TDAH. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui m'a personnellement beaucoup touchée. C'est en fait le fait que quand on a un enfant qui a un TDAH, souvent en tant que parent, on est très sollicité, on a beaucoup de choses à faire et quand le diagnostic est posé, eh bien là la liste se rallonge puisque souvent différents types de professionnels ou même finalement les professeurs, les enseignants vont nous demander de mettre en place des choses, une chose, puis l'autre, puis encore une autre et puis on commence à consulter à droite, à gauche et puis on se retrouve avec une liste énorme à mettre en place alors que parfois on n'arrive même pas à gérer les 2 ou 3 crises qu'on vit tous les jours. C'est souvent ce contexte qui va, chez les parents d'enfants qui ont un TDAH, créer un épuisement qui va se mettre en place petit à petit et parfois amener certains parents jusqu'à l'épuisement total. Car tout vouloir mettre en place d'un coup, oui, c'est génial. Par contre, c'est aussi un piège. Ça peut vraiment amener loin dans la fatigue qu'on va devoir supporter en tant que parent. Et cette thématique, j'ai voulu l'aborder parce qu'en ce moment, je suis en formation aussi sur toute la dynamique du TDAH et je suis en formation avec d'autres parents. Et ces autres parents, parfois, je les sens dans des états de désespoir et de désarroi complet. Et j'ai pu vivre ça. Je l'ai vécu, en tout cas, au moment du diagnostic. Je l'ai vécu juste avant, justement, le diagnostic du TDAH de mon fils. Il y a vraiment des moments où je me sentais complètement débordée, où à la fois j'avais envie de mettre des choses en place et j'étais très intéressée par les stratégies qu'on m'apprenait, mais j'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce que ça faisait trop, j'avais l'impression que tout ça devenait une montagne et je pense qu'on ne considère pas assez l'épuisement des parents. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de ce que j'ai mis en place pour vraiment passer en mode action sans m'épuiser et me retrouver finalement quelques années après avec des stratégies qui fonctionnent et avec un niveau d'énergie qui est toujours là. Alors du coup, par quoi commencer? Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 techniques et ces 4 techniques, je trouve que c'est vraiment des piliers qui sont extrêmement importants. Probablement que vous n'en avez jamais entendu parler, mais moi j'ai l'impression que dans le cas du TDAH ou dans d'autres problématiques, souvent c'est peut-être 20% des actions qui vont porter 80% des résultats. Et si ce 20% des actions, vous arrivez juste à les faire en fait tous les jours et de façon automatique, de façon instantanée, eh bien ça va beaucoup changer votre qualité de vie. La première chose, alors attention, cet élément-là ne fait pas partie d'études scientifiques, c'est juste un élément personnel que j'ai pu expérimenter, ça fait aussi partie des conseils que j'ai donnés aux autres parents sur lesquels ils me sont revenus en me disant « Waouh, ça m'a vraiment changé mon quotidien » et pourtant ce n'est qu'une chose. Alors je vous le partage aussi, cette chose c'est le mantra. Alors c'est quoi un mantra? En fait, c'est une phrase qu'on va se répéter, qui est relativement simple, qui correspond à nos valeurs, qui correspond à notre énergie et qu'on va pouvoir en fait se dire et se rappeler dans les moments où c'est difficile. On a tous fait ça sur certaines choses dans notre vie, parfois quand on a rencontré des difficultés dans nos études, on s'est dit ah tiens je me répète ce mantra, ou quand on a rencontré des difficultés relationnelles, on s'est répété un mantra, peut-être que vous l'avez déjà fait, et bien là c'est le moment de trouver votre mantra pour votre enfant TDAH. Je vais vous partager mon mantra parce que je pense que ça peut vous aider et en fait je vais vous dire aussi à quoi il sert et comment je l'utilise. Globalement, dans la majorité des situations de crise, avant, je me sentais complètement débordée et j'avais appris énormément de stratégies. Moi, je suis très curieuse, donc je me forme partout, je m'intéresse à tout et j'avais appris des stratégies de régulation émotionnelle, des stratégies comportementales, des stratégies de guidance parentale. Je les trouvais super intéressantes. Par contre, au moment où la crise commençait, je me trouvais démunie. C'est comme si, finalement, la crise inhibait mon cerveau analytique. Je me retrouvais moi aussi dans un état émotionnel complètement dérégulé et j'arrivais pas à mettre en place les stratégies que pourtant je connaissais par cœur. J'imagine que vous voyez bien de quoi je parle. Et donc du coup, je me suis dit ok, essaye de juste te rappeler d'une phrase qui va te donner en fait l'énergie qui est l'énergie que tu veux poser dans ce moment-là. Et mon mantra à moi, c'est quoi que tu fasses, fais-le avec amour. Ça c'est mon mantra. Quoi que tu fasses, fais-le avec amour. Et dans les crises, ça change tout. À chaque fois que mon fils va commencer à se sentir en instabilité émotionnelle, je vais me poser avec moi-même et je vais me dire ok, quoi que tu fasses, fais-le avec amour. Et ça va me rappeler de parler calmement, de me rapprocher de lui, de rester dans la relation, d'être vraiment en interaction avec lui et d'essayer au maximum de le ramener au calme avec mon propre potentiel de calme. Ce mantra, en réalité, c'est pas une stratégie en soi, c'est juste finalement l'initiation d'une stratégie logique. À partir du moment où vous posez un mantra qui fait du sens dans la situation que vous êtes en train de vivre, eh bien, vous allez partir dans ce niveau d'énergie et vous allez mettre une énergie différente dans la situation. Ce qu'on veut en état de crise, c'est rester dans la connexion, rester dans la relation et être là
pour faire redescendre le plus rapidement possible son enfant. Donc ça, c'est mon mantra. Quoi que tu fasses, fais-le avec amour, mais vous pouvez aussi créer votre propre mantra. Alors je vous suggère peut-être de mettre cette vidéo sur pause et puis de réfléchir 5 minutes à c'est quoi votre mantra à vous. Est-ce que ce mantra, il vous parle et du coup, ça correspond à vos valeurs et c'est vraiment les valeurs maternelles ou paternelles qui vous représentent, ou est-ce que le mantra, c'est autre chose? Et si le mantra c'est autre chose, rédigez votre mantra, faites-en une phrase, répétez-vous cette phrase quand ça va bien et répétez-vous cette phrase surtout quand ça va mal. Et le mantra, ça veut pas dire être parfait, ça veut juste dire ne pas entrer en guerre, rester dans la relation, ne pas alimenter le conflit. Ce mantra doit vraiment vous mettre dans ce niveau d'énergie et dans ce niveau de relation, quel qu'il soit. Donc dans les moments difficiles, on n'a pas toujours la bonne stratégie et c'est pas grave. Le minimum dont on doit se rappeler, c'est de rester dans la relation et d'aimer. Le deuxième pilier, il est relativement simple aussi, il est très en lien avec le premier pilier, c'est calmer avant d'éduquer. En fait, quand on est parent d'un enfant TDAH, on a vraiment envie qu'il développe vite des compétences émotionnelles, des compétences relationnelles, parce qu'on n'a pas envie de rester dans ces crises constantes, on a envie qu'il évolue, on a envie qu'il progresse. Et du coup, au moment de la crise, on se dit « Ouh là c'est le bon moment pour essayer de lui transmettre des valeurs, l'éduquer », mais pas du tout. Au moment de la crise, l'enfant, la seule chose dont il a besoin, c'est de redescendre, de sortir de crise. Sauf que pour sortir d'une crise, il ne peut pas le faire seul. Il a besoin d'un co-régulateur. Il faut savoir que les enfants, surtout quand ils sont jeunes, surtout quand ils ont un TDAH, ont un cortex préfrontal qui est en retard de développement. D'ailleurs, ce cortex préfrontal, il sera complètement développé plutôt vers l'âge de 25 ans, voire même un peu plus tard chez certaines personnes. Donc quand on est face à un enfant qui a 6 ans, qui a 7 ans, qui a 8 ans ou qui a 10 ans, il n'a pas la capacité préfrontale de sortir de sa crise tout seul. Et c'est là qu'en tant que parent, vous êtes extrêmement précieux. Donc dans ce deuxième pilier qui est de calmer avant d'éduquer, on va parler d'un élément auquel j'ai réservé une vidéo complète. Cet élément, ça s'appelle la co-régulation. C'est quoi co-réguler? C'est simplement utiliser notre calme pour réguler notre enfant. Et ça, c'est vraiment l'élément clé de la sortie de crise. Co-réguler, ça nécessite par contre de se mettre déjà nous-mêmes dans un état de calme, puisque si on ne l'est pas, on ne pourra pas co-réguler notre enfant. On ne pourra pas aller vers lui et améliorer l'état d'équilibre de son système nerveux si nous-mêmes on est en dérégulation nerveuse totale. Ça demande d'acquérir parfois des compétences nous-mêmes, des compétences de régulation de notre propre système nerveux via des exercices tels que la cohérence cardiaque. Je vous explique tout ça dans une vidéo sur la co-régulation que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Je vous mets le lien juste là, vous pourrez regarder cette vidéo en plus pour apprendre justement ces techniques de co-régulation. Le troisième pilier, en général, qui ne demande pas forcément beaucoup d'efforts aux parents, mais qui va beaucoup améliorer la qualité de la relation avec l'enfant et qui va surtout le faire progresser énormément, c'est la valorisation. N'oublions pas que les cerveaux de nos enfants TDAH sont addicts à la récompense. Et pas à la récompense différée, mais à la récompense immédiate. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez valoriser un comportement, féliciter un comportement, vous allez encourager l'enfant à reproduire ce comportement. Donc ça, c'est une ligne directrice qui est extrêmement facile à tenir pour les parents, de valoriser, féliciter tous les comportements qui sont attendus, même si vous, ces comportements-là ne vous paraissent pas exceptionnels. Parce que parfois, l'enfant va s'habiller tout seul ou choisir ses vêtements, puis nous, dans notre tête de parents, on se dit, heureusement quand même, à 8 ans, qu'il commence à choisir ses vêtements et s'habiller tout seul. Mais la réalité, c'est que si vous valorisez ce comportement, si vous le félicitez, et si vous dites, waouh, super, t'as choisi tes vêtements, c'est super ce que t'as fait, en plus tu t'es habillé tout seul et tu t'es habillé vite, mais bravo, franchement, c'est génial. Eh bien, vous allez créer un automatisme de reproduction de ce comportement. N'oubliez pas que nos enfants ont ce retard de préfrontalisation. Et il faut savoir qu'un enfant qui a un retard de préfrontalisation et un préfrontal qui n'est pas activé crée des réflexes qui sont assez similaires à des réflexes primitifs, c'est-à-dire à des réflexes animaux. Alors bien évidemment, nos enfants vont évoluer, mais quand on est face à un enfant qui a 6 ans, 7 ans ou 8 ans, on peut créer des automatismes de la même manière qu'on le ferait par exemple chez un animal. Alors, je ne veux pas comparer nos enfants à des chiens, loin de là cette idée, mais en tout cas, moi j'ai un chien et j'ai fait de l'éducation canine, et dans l'éducation canine, c'est la stratégie. On valorise en fait tous les comportements attendus. Donc par exemple, on va dire au chien assis, dès qu'il s'assoit, on lui donne une croquette et puis il se sent valorisé. À chaque fois qu'on va lui dire assis, il va reproduire ce comportement. Le chien réagit de cette manière car son cerveau est surtout programmé sur des automatismes. Et n'oublions pas que nos enfants qui ont un TDAH ont un cerveau qui est encore majoritairement conditionné sur des automatismes. Et si vous valorisez, vous créez de nouveaux automatismes. Du coup,
vous remontez la confiance de l'enfant et surtout, vous obtenez des éléments attendus, vous facilitez votre quotidien. Alors certaines personnes peuvent dire oui, mais en fait, finalement, c'est comme si on faisait du dressage, entre guillemets, de l'enfant. C'est pas tout à fait ça. On crée des automatismes en connaissant le fonctionnement du cerveau. Et en créant ces automatismes, eh bien, on va pousser l'enfant à s'intégrer davantage, à être du coup plus valorisé, à avoir du coup plus confiance en lui et à évoluer d'une meilleure manière en société. C'est donc très simple, mais valoriser au maximum, et valoriser petit, il s'habille, valoriser, il débarrasse la table, valoriser, il prend une initiative, valoriser, il fait ses devoirs tout seul, il s'engage tout seul dans une tâche, valorisez-le. En fait, c'est tout simple, c'est juste un bravo, super, bravo, c'est bien, je te félicite pour ça. Et en fait, ça va encourager l'enfant à reproduire, et ça va surtout changer la dynamique de votre relation. Scientifiquement, ça soutient aussi puisque le renforcement positif active les circuits dopaminergiques. Donc en faisant ça, vous augmentez en fait la stabilité dopaminergique de votre enfant en sachant que le TDAH est un trouble qui est principalement lié à ce neurotransmetteur qui est la dopamine. Et puis le quatrième pilier, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous parler d'alimentation, c'est l'alimentation, mais pas que de l'enfant, mais familiale. Pourquoi je vous parle d'alimentation familiale? En général, quand on parle de TDAH et d'alimentation, on a l'impression que tous les efforts doivent être centrés sur l'enfant. Mais c'est pas que ça. N'oublions pas que quand un enfant a un TDAH, souvent un des deux parents a un TDAH, mais au-delà de ça, toute la famille est sous pression. Et la qualité de ce qu'on met dans l'assiette de tout le monde va vraiment diminuer l'irritabilité, va aussi pouvoir aggraver ou améliorer certains comportements, l'équilibre du système nerveux, la qualité du sommeil, et donc l'alimentation familiale va aussi améliorer l'équilibre familial. Donc une alimentation de qualité, ça ne concerne pas que votre enfant, ça concerne la famille entière. Et faire un effort sur la famille complète, c'est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus facile finalement que de faire un plat pour votre enfant et puis un autre plat pour tout le monde. Donc globalement, sur quoi on va faire l'effort? Sur l'alimentation, principalement sur le petit déjeuner, qui est le repas le plus important pour les individus qui ont un TDAH. Ce petit déjeuner, il doit être protéiné, et si vous voulez que votre enfant se mette à manger protéiné le matin, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est le faire vous-même, puisque les enfants agissent aussi majoritairement par mimétisme. Et si vous proposez un œuf le matin à votre enfant alors que vous n'en mangez pas, il y a de grandes chances qu'il le refuse. Par contre, si vous vous mettez tous à manger des œufs le matin, vous verrez qu'à un moment donné, il va manger un œuf le matin, il va faire comme vous, il va apprécier et il va continuer. L'autre plan de l'alimentation, c'est aussi d'aller compenser les carences, parce que bien évidemment, quand on est à bout de nerfs en permanence, qu'on soit le parent ou qu'on soit l'enfant, dès que le système nerveux est déséquilibré, eh bien on a un système nerveux qui va surconsommer des vitamines, qui va surconsommer des minéraux et qui va avoir tendance à se déséquilibrer. Donc couvrir les carences, ça fait partie des éléments importants et on en parle beaucoup dans le cadre de NutriGenius, puisqu'on a un complément alimentaire qui est spécialement formulé pour les enfants qui ont un TDAH pour justement couvrir les carences qui sont spécifiques au TDAH, mais aussi améliorer l'équilibre nerveux et l'humeur de ces enfants. Si vous voulez retrouver tous les conseils qui portent justement sur la structure alimentaire et aussi des idées de repas, des fiches pratiques, des recettes, des aliments prêts à l'emploi, nous avons créé chez NutriGenius une formation complète sur le sujet. Elle est gratuite, elle est disponible sur le site et vous pouvez la trouver en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Donc vous l'aurez compris, l'idée c'est de commencer le plus simplement possible, surtout de ne pas s'épuiser et de mettre en place des stratégies qui non seulement vont faciliter la vie de l'enfant, mais qui vont aussi finalement faciliter la vôtre, puisqu'encore une fois, si vous mangez bien, tout le monde ira mieux. Également, si vous apprenez des compétences de régulation de votre système nerveux pour co-réguler votre enfant, in fine, vous irez mieux aussi. Donc pensez à des actions combinées qui vont améliorer à la fois le bien-être de votre enfant et puis également le vôtre. Si vous avez un enfant qui a un TDAH et que vous êtes un parent épuisé, vous n'êtes pas le seul à vivre cela. On en parle beaucoup sur nos réseaux sociaux, sur les réseaux de NutriGenius. C'est souvent très sollicitant d'être parent d'un enfant qui a un TDAH. C'est à la fois passionnant parce qu'on apprend plein de choses et on entre vraiment en croissance dans notre parentalité, mais c'est un vrai défi à relever et il faut bien commencer par quelque chose. Alors si un des 4 éléments que je vous ai présentés là a vraiment marqué votre esprit et vous vous êtes dit ok, ça c'est facile pour moi et je peux absolument le faire, allez-y, c'est le moment de le mettre en place et si les 4 vous semblent possibles, allez-y, mettez les 4 en place. Si cette vidéo vous a aidé, vous a apporté des solutions, pensez à mettre un petit like, c'est super important, ça soutient aussi tout le projet NutriGenius. Pensez à partager à des parents qui vivent la même chose que vous et qui cherchent des solutions sans s'épuiser. Je vous laisse aussi me mettre en commentaire si ces solutions vous paraissent faisables et si vous pensez qu'elles sont faisables sans aggraver vos niveaux de fatigue.
Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne NutriGenius, comme ça vous ne loupez rien du contenu utile qui peut vous aider au quotidien dans la relation avec vos enfants qui ont un TDAH. À tout bientôt pour parler de nos petits génies TDAH.